S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Et bam, 39e épisode les légendes. En cette semaine de Master 1000 à Monte-Carlo, rien de plus naturel que de recevoir un monégasque au micro, et c'est Benjamin Balleret qui s'est prêté au jeu. Ancien joueur de tennis pro pendant 15 ans, il est notre premier invité à avoir régressé au classement français en faisant -15, -4, -2, tout simplement parce qu'il n'a plus gagné un seul match pendant 2 ans. Sans que ça soit à cause d'une blessure, vous le verrez ou l'entendrez. On parle de la difficulté de s'entraîner en famille, avec son père en l'occurrence, qui l'a un temps coaché. Benjamin évoque son manque de professionnalisme et d'ambition avec beaucoup de franchise, et c'est d'autant plus frappant pour lui qui est aujourd'hui de l'autre côté de la barrière, coach de Pierre Hugerbert depuis maintenant 3 ans. Balou, comme on le surnomme, nous fait vivre son parcours à Monte-Carlo en 2006 pour sortir des qualifs et se hisser en 16e de finale contre un certain Roger Federer. On revient sur ses 16 ans de Coupe Davis et autant de souvenirs. On a aussi beaucoup parlé de sa carrière actuelle de coach avec Gilles Muller dans un premier temps qui l'a emmené top 20, puis son actuelle collaboration avec Pierre Hugerbert. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, YouTube ou les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, on a enregistré 4 optimisations gratuites avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, et si vous voulez muscler votre mental, vous avez les 14 grands enseignements de Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché mentalement 12 top 100, ce sont les 2 premiers liens en description. Place au 39e épisode avec Benjamin Balleret, bonne découverte et bonne écoute à tous. Oui, ça va, et toi? Ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. Alors, Balou, Ouais. tu es né le 15 janvier 83 à Monte-Carlo, dans la principauté de Monaco. Tu mesures 1,83. Ton papa est Bernard Balleret, ancien joueur de tennis pro, 2 fois tableau à Roland en 76 et 83. Ta maman entraîne également sur la Côte d'Azur. Tu n'as vraiment pas pu y échapper. Tu as une grande sœur et un petit frère. Tu as été joueur de tennis pro de 2001 à 2016, 19e joueur mondial en junior et 29e en double. 204e à ton meilleur sur le circuit senior en 2006, plus habitué au circuit secondaire. Étonnamment, là où tu as sorti ton plus gros résultat, c'est chez toi, à Monte-Carlo, en honorant une wildcard qualif en 2006. Tu es 351e et bas des clients, Albert Portas, spécialiste de terre, Jonas Björkman, 71e mondial et tête de série 3 pour intégrer le tableau final. Au premier tour, tu enchaînes sur ta lancée et expédies Christophe Rocus, qui est passé sur ce podcast. On ne t'arrête plus et tu sors Seb Grosjean, numéro 1 français de l'époque, et gagne le droit d'affronter Roger, numéro 1 mondial sur le central. Il te sortira en 2-7, mais t'empêchera pas de prendre 134 places au classement. Tu as aussi représenté les couleurs monégasques en Coupe Davis à de nombreuses reprises. Fun fact assez hors norme, depuis 2013, tu es co-détenteur du record de tie-break le plus long joué sur le circuit. 70 points au total, ce qui pourrait être l'équivalent d'un 3 x 6-0. Par exemple, si je mettais pas un point contre Roger, tu vois, tu l'as gagné 36-34 au 3e tour des qualifs d'un futur en Floride avant de dérouler 6-1 au 2e. Tu m'étonnes. Après plus de 15 ans à sillonner le circuit, tu prends ta retraite tennistique en 2016 pour profiter de ta famille, parce que tu es aussi papa de 2 enfants. Je sais pas si tu en as eu d'autres entre-temps, mais… Non, on s'arrête là pour l'instant. Voilà, okay. Pour conclure ta carrière, je vais te citer. Tu avais été publié dans un article, je ne sais plus sur quel site, mais tu avais dit j'avais le potentiel tennistique et physique pour aller plus haut, mais je pense que j'ai manqué d'ambition, notamment quand j'avais 16-17 ans. À l'époque, avoir 1 ou 2 points ATP était déjà une fin en soi, alors que ça aurait dû être qu'une étape. Il y a aussi l'année donc, où je me qualifie au 2e tour à Monte-Carlo. J'ai été 200e mondial et j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller plus haut, alors qu'en fait, ça aurait dû être qu'une étape. Mais j'ai jamais assez cru en moi, j'aurais dû viser plus haut. Bon, tu pourras peut-être nous en parler en personne. Tu es passé dans plus de 70 pays pendant ta carrière. Tu as par la suite ouvert une agence immobilière avec ton meilleur ami. Tu as aussi coaché le luxembourgeois Gilles Muller, 21e mondial à son meilleur. Aujourd'hui, tu accompagnes Pierre Hugues. Qu'est-ce qu'on doit ajouter de primordial à ta carrière, Benjamin, que j'ai peut-être zappé de Non, je crois que c'est bien résumé. Ok. Je vois pas grand-chose à rajouter. C'est très bien. Bien travaillé. Ok, tant mieux. Bon, a priori, tu n'as pas eu trop le choix de choisir entre le tennis, la pétanque ou le feu de tête. Hein. Alors, il y a peut-être juste sur l'agence immobilière. Non, j'ai pas vraiment monté que c'est mon meilleur ami qui avait ça, mais
Ah, d'accord. Alors, non, je l'ai un peu aidé parce que c'est mon meilleur ami pour des choses, mais non, j'ai pas monté avec lui là. J'ai pas D'accord. vraiment travaillé dans l'immobilier. Non. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous préciser ta progression chez les jeunes? À Monaco, vous avez le même classement qu'en France ou comment ça marche? Oui, Monaco fait partie de la fédération française au niveau du club en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que jusqu'à 19 ans, je faisais vraiment partie de la fédé française. La progression, c'est entraîné par mon papa et ma maman et puis mon papa depuis tout petit. Comme tu disais, baigné dans le tennis, dans la famille depuis vraiment le berceau. Donc pas trop le choix d'aller là-dedans, mais surtout j'étais passionné. Je me rends compte que quand j'étais enfant, j'étais vraiment passionné, un fan de tennis. Que ce soit j'avais envie de jouer toute la journée. On m'a jamais poussé vraiment à jouer au tennis. Je regardais à l'époque, c'était les finales. Pour moi, c'était les premiers souvenirs, c'est les finales Edberg-Becker à Wimbledon. Ok. J'étais pour Edberg au taquet parce que c'était un blond comme moi et qu'il allait au filet. Voilà, c'est mes premiers souvenirs de tennis, on va dire, ces matchs-là en fait. Après, j'ai toujours été fan de joueurs offensifs. J'étais petit, c'était Richard Krajicek, moi, mon idole, parce que c'était beau à voir jouer, son service, tout ça. Enfin, j'étais fan de Krajicek, plus qu'un Sampras ou Agassi. J'adorais regarder, mais bon, moi, c'était je vibrais quand Krajicek jouait au tennis, quoi. Quand il a gagné Wimbledon en 96, j'étais à genoux. Il avait 13 ans, j'étais à genoux dans mon salon avec les larmes aux yeux, quoi. Incroyable. Donc c'était vraiment, c'était ça. Après, les Patrick Rafter aussi, j'adorais. Toi, ta surface, c'est plus la terre et ton style de jeu, c'est pas forcément. Oui, non, j'ai envie de dire que je pouvais jouer sur toutes les surfaces. Après, le gazon, c'est différent. Faut vraiment adopter le gazon et jouer beaucoup dessus pour. C'est pas inné, on va dire, le gazon pour moi. Mais c'est vrai qu'à Monaco, étant sur terre battue, ça c'est plus mon jeu s'adapter un petit peu mieux à la terre battue. Ouais. Notamment en coup droit, j'avais besoin un peu plus de temps. Et c'est vrai que ça s'adaptait plus à ça. Le fait d'avoir grandi sur terre battue, oui, ici à Monaco. Est-ce que tu peux nous faire l'évolution de non classé à numéroté? Oula, c'est loin, je sais pas si je vais me souvenir de tout. Oui, Mais j'ai toujours été, généralement j'ai toujours été dans les meilleurs, j'ai toujours été le meilleur de ma ligue jusqu'à 18 ans, 16 ans après il n'y a plus vraiment de championnat de ligue. Et on va dire dans les 10-15 meilleurs français. Ouais. J'ai jamais été le meilleur français, mais j'ai toujours été dans le groupe de devant. Et non classé, après c'est quoi, j'ai dû faire non classé 31, peut-être 15-5, 15-3, 15-2. Il me semble que j'ai fait 15-2, 4-6. Ensuite, j'ai fait 4-6, 2-6. Après, j'ai fait 2-6-0. Je me demande si j'ai dû faire 0-2 ou 0-15, peut-être. 0-15 à 17 ans. Ouais. Donc, c'est vrai que ma première année junior a été très bonne. C'est là où j'étais moins 15 en première année junior et on devait être 2 ou 3. Donc là, j'étais vraiment dans les 2-3 meilleurs français au niveau du classement, en tout cas. C'était qui les 2-3 autres gars? C'était Julien Maigret, Ouais. Charles Roche. Et il y avait Michael Alicayol, un black qui a arrêté complètement après de jouer. Julien Maigret, plus connu sous le nom de DJ Negrouz aujourd'hui. Voilà, il avait touché un petit peu à ça. Je crois qu'il joue un petit peu au paddle, son frère aussi. Je sais pas trop de nouvelles, je sais pas trop ce qu'il dit. Mais j'avais perdu en finale des Championnats de France 15-16 ans contre Julien. Ouais. Donc voilà, j'étais en finale du Championnat de France. Donc, première année junior plutôt bonne aussi. Je fais quart de finale à l'US Open. Voilà, avec c'était marrant parce qu'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, les demi-finalistes c'était Roddick, Ginepri et Hancic. Il y avait du beau monde. Ouais. Et par contre, à partir de là, la suite est un peu plus difficile. Ma deuxième année junior était catastrophique, dans le sens où j'avais l'impression de balancer la plupart de mes matchs. J'arrivais pas à m'accrocher, j'arrivais pas mentalement vraiment à passer le cap de junior à un vrai professionnel qui sait pourquoi il joue au tennis. Parce que le niveau s'est resserré. Non, c'était vraiment que mental. Enfin, j'avais pas compris ce que c'était que d'être professionnel. Encore entre guillemets, j'étais encore vraiment un bébé sur le terrain parce que dès que ça devenait un peu difficile, je baissais les bras. J'arrivais pas à contenir mon énervement. Donc c'est vraiment la manière qu'aujourd'hui d'un Benoît Paire quand il arrive pas, il rentre sur le terrain, il a envie de gagner. Mais il se passe des choses dans sa tête, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et puis tout simplement, quasiment chaque match était ça. Donc j'ai quasiment pas gagné un match pendant quasiment 2 ans après.
Ah ouais. Pour te dire, au classement français, j'ai fait -15, -4, -2. J'étais à 18 ans, j'étais -15, à 20 ans, j'étais -2. Après, le fait de jouer que des tournois juniors et après, c'était des futurs. Et c'est vrai que si tu gagnes pas de match, c'est pas comme, voilà, tu fais pas être tournoi français où tu vas quand même gagner à -15, -4, -15 et maintenir ton classement. Au-delà du classement, c'était surtout deux années très mauvaises. Avec mon papa qui m'entraînait encore, ça passait de moins en moins bien. La relation entraîneur père était un peu difficile. Ouais. Le discours passait plus du tout, je l'écoutais plus du tout sur un terrain. Voilà, la crise d'ado, tout ce qu'il dit, c'est de la merde. Voilà, donc en gros, j'étais vraiment plus à l'écoute et jusqu'à un point vraiment de non-retour où ça allait au clash et puis j'avais plus envie de jouer au tennis, quoi. J'avais vraiment un ras-le-bol. T'as pensé à arrêter quoi à ce moment-là? Non, pas d'arrêter. J'étais encore jeune, donc j'avais encore cette passion, mais j'avais le ras-le-bol d'aller à l'entraînement seul avec mon père. Ouais. Et en fait, à cette époque-là, à Monaco, ils avaient monté une petite structure. Ça commençait un petit peu à prendre forme. Et il y avait un groupe de 3-4 joueurs. Il y avait 2 de mon âge. Il y avait Guillaume Couillard qui était un peu plus âgé. Et je les voyais s'entraîner à 3 à 4 et moi j'avais besoin de ça, j'avais besoin en fait de m'amuser un peu plus et d'avoir une émulation aussi. Et voilà, donc j'ai dit à mon père que j'avais envie de m'entraîner avec dans ce groupe-là en fait, j'avais envie d'essayer ça. Alors quelque part lui voyait ça un peu comme de la facilité, il avait pas tort parce que c'est Monaco, c'est rester à Monaco, être dans un groupe comme ça, c'est aujourd'hui, avec du recul, c'était pas encore super professionnel et c'était pas la meilleure solution, on va dire, peut-être, par rapport à l'entraîneur qu'il y avait en place, les joueurs, tout ça. Mais voilà, moi, à ce moment-là, j'avais envie de ça. Lui, il avait envie que je parte soit aux États-Unis, soit en Espagne, m'entraîner. Avec le couteau entre les dents. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je lui donne raison. Si j'avais à conseiller à quelqu'un quelque chose, ce serait la même chose de partir de Monaco, de voir autre chose, d'aller en fait où le professionnalisme est meilleur, tout simplement. Mais bon, à l'arrivée, ça m'a servi parce que rien que ça en fait, ça m'a quand même relancé. T'as mis combien de temps à gagner des points ATP? Tu disais que tu avais stagné pendant 2 ans. Pour tout dire, je l'ai pris, j'ai dû le prendre à cette époque-là vers 19 ans et en fait, j'ai pas repris un point pendant 1 an. Donc je l'ai reperdu et ensuite je l'ai repris. Je l'ai pris la première fois une fois en Algérie et une deuxième fois en Jamaïque. Ça devait être tellement démoralisant de faire des firsts non-stop, quoi. Ouais, mais comme je te dis, j'étais pas dans l'optique assez, comme tu disais tout à l'heure, assez ambitieux. Voilà, j'avais pas compris ce qu'était d'être un joueur de tennis professionnel. Et voilà, je faisais mes tournois comme aujourd'hui. Là, on entend un petit peu, on a entendu Dominic Thiem dire qu'il avait pas envie d'aider les joueurs un peu moins bien classés. Alors, je peux le comprendre parce que j'ai été sur ce circuit j'ai été un peu végété entre 250 et 600 pendant pas mal de temps dans ma carrière. Moi, justement, voilà, à l'époque, j'étais vraiment un joueur où on peut dire j'étais pas professionnel, je donnais pas tout pour ma carrière. Et voilà, j'étais content, j'aimais voyager, j'aime toujours voyager, mais j'aimais ça et je partais, on s'éclatait, je voyageais avec des potes, voilà, mais c'était quelque part, c'était pas du professionnalisme, quoi. On peut pas dire aujourd'hui que j'étais joueur de tennis, j'étais un amateur qui faisait semblant quelque part de jouer au tennis, quoi. Ça veut dire quoi? Que tu n'avais pas un programme d'entraînement physique, que tu faisais pas attention à ce que tu mangeais, que tu te couchais tard? C'était quoi vraiment Non, je suis pas fêtard, non, je suis pas jamais été un fêtard, mais tout simplement, voilà, après c'est pas facile, hein, quand tu pars 2-3 semaines loin en tournoi sans entraîneur, parce que mon père voyageait pas avec moi. Quand il faut aller, t'as une après-midi libre, au lieu d'aller t'entraîner pendant 3 heures, tu vas jouer aux cartes ou tu restes sur l'ordinateur. Voilà, tout simplement, t'as besoin de faire ta séance d'étirement, tu la fais pas comme il faut. Voilà, que des petites choses comme ça, et qui fait que voilà, ça fait une grosse différence à l'arrivée. Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos 4 optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, ou les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passés sur le podcast. C'est gratuit et si ça vous dit, vous pouvez même récupérer les 2. C'est parti, on y retourne. Combien de temps t'as mis sur les futurs avant d'accéder et de voir un peu les challengers arriver?
J'ai mis un peu de temps. En fait, les challengers, ça c'est vraiment arrivé après, à 23 ans, quand en 2006, je me qualifie et je fais 3e tour à Monte-Carlo. Après, j'ai eu le classement pour jouer les challengers. Ma carrière, ça a été vraiment par étapes. J'ai commencé à faire les qualifs. Ensuite, j'ai commencé à me qualifier régulièrement. Donc, à me dire que, voilà, ma place, c'est quand même mieux les tableaux de futur. On en est là. Ensuite, j'ai commencé à faire 1 ou 2 quarts de finale. Voilà. Ensuite, j'ai gagné mon premier futur, même mes 3 premiers futurs en 4 semaines. Quand j'ai gagné, j'ai fait une tournée où j'ai fait vainqueur, demi-vainqueur. Donc à partir de là, j'ai eu un classement où quand je rentrais dans les tournois, j'étais dans les têtes de série. Donc c'était plus facile déjà d'aller en quart demi. Puis donc le but c'était de gagner des futurs ensuite. Donc c'est vraiment par étape, mais même au niveau des déclics, tout simplement au niveau mental. Parce que autant dans un premier temps, j'étais premier, comme je disais, j'étais content de me qualifier. Ensuite, j'étais content d'être en quart de finale. Le quart de finale, je jouais pas vraiment. À la limite, j'étais content de faire 3-7 en quart de finale. Enfin voilà, c'était à ce niveau-là, au niveau mental, c'était à ce niveau-là, quoi. J'étais en quart de finale. J'étais content de faire 3-7. Je jouais un mec mieux classé, si je l'accrochais, j'étais content. Voilà. Donc c'est là où je te disais, ça manquait d'ambition et de confiance, surtout de confiance en moi, quoi. Comment tu finançais tes tournées à cette époque-là où on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent sur les futurs et tu voyageais pas mal a priori? Jusqu'à 20 ans, c'est mon papa qui a tout financé, notamment en junior où j'ai beaucoup voyagé. Même si en junior, les hôtels, une fois que tu es sur place, les hôtels, tout ça, c'est payé, mais c'est quand même des voyages assez lointains, Amérique du Sud, Australie. Donc ça, mon père a tout financé. Et quand en fait j'ai arrêté de m'entraîner avec mon père, tout simplement lui il m'a dit tu te débrouilles même financièrement maintenant. Ouais. Alors il m'a dit ça, je sais que si j'aurais été à la rue il m'aurait aidé, mais du coup en fait en m'entraînant à la Fédé Monégasque, m'a aidé à ce moment-là, à partir de mes 20 ans quand je me suis entraîné à la Fédération Monégasque. T'avais une bourse, ils te couvraient tout ou c'était une partie? Comment ça marchait? Oui, c'était des défraiements à Monaco. Voilà. Après j'avais eu des bourses aussi de la Fédé française. Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mes 18 ans, comme j'étais dans les meilleurs, j'avais des bourses de la Fédé, de la FFT. Est-ce que tu te souviens d'une ou deux galères mémorables que tu as pu vivre sur ce circuit parfois? J'en ai eu pas mal. Comme je te disais, moi j'aimais bien voyager et en fait je préférais limite partir loin et dans des pays un peu exotiques pendant 3-4 semaines parce qu'en fait une fois que j'étais sur place, tu préfères faire des matchs que de t'entraîner. Donc j'essayais de gagner, je m'accrochais comme un fou, tandis que quand je jouais en France ou à côté de la maison, en fait le côté si je perds je suis à la maison, j'étais content quoi. D'accord. C'est ça que j'étais pas défait d'avoir perdu parce que je pouvais rentrer à la maison, je suis quelqu'un d'assez casanier, à Monaco on a la belle vie. Là-dessus quand même j'étais un peu lucide, donc j'aimais bien partir assez loin, ça me dérangeait pas de galérer et de voyager. Et donc pour revenir à ta question, j'ai fait je suis allé en Iran, où j'ai bien galéré parce que on est dans un complexe sportif, on sort pas de là pendant 2 ou 3 semaines parce que dehors c'était pas super safe non plus. Une fois on avait oublié de mettre nos survêtements pour sortir. On s'en est pas rendu compte tout de suite et là les automobilistes nous klaxonnaient, nous ont demandé ce qui se passait. On dit ils savent qu'on est étranger, ils nous klaxonnent. Et en fait jusqu'à ce qu'à un moment quelqu'un nous fasse le signe de l'étranglement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié nos survêtements. Et là-bas, t'as pas le droit de montrer ta peau. Les gens sont en pantalon. Ah ouais, chaud. En ville, quoi. Donc, des petites choses comme ça. Et notamment une fois où j'ai vraiment galéré, c'est un des premiers tournois que je gagne, des futurs. Donc, la finale en Iran sont les vendredis. Parce que c'est les week-ends, en fait, là-bas. Jeudi, vendredi, c'est les week-ends. En fait. Donc, les finales sont le vendredi. Et j'avais mon vol retour. Donc, j'avais fait Liban, Iran. Donc, ça fait 4 semaines que j'étais parti. Et j'avais mon vol retour le vendredi. Donc, top. Je dis, je vais jouer ma finale. Et le vendredi soir, j'ai mon vol. C'est nickel, pas besoin de le changer. Donc, je fais ma finale. Je vais à l'aéroport. Le vol devait être à 3h du mat, quelque chose comme ça. Et en fait, j'arrive à l'aéroport et en fait, il me dit non, mais votre vol était vendredi en fait à 3h du mat, donc en fait jeudi soir. En fait, j'avais raté mon vol. C'était le vol était le vendredi à 3h, ce qui fait la nuit du jeudi au vendredi. Donc ils me mettent sur les attentes malgré tout. Et puis c'était pas comme aujourd'hui avec les ordinateurs, c'était un peu à l'ancienne en plus à l'aéroport à Téhéran. Et j'attends jusqu'à 3h du mat, je rentre pas dans le vol. Donc en plus l'aéroport était à 1h du dortoir. En fait, on dormait dans un dortoir. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de joueurs. J'étais le dernier. Ouais. Et donc, je refais à 4h du mat le chemin inverse, donc 1 heure de taxi pour retourner dans le complexe dortoir, donc d'être un peu les boules. Et tous les vols, en fait, chaque vol était une fois par jour à 3h du mat, quoi. Donc, j'attends le lendemain, j'y retourne le lendemain.
Je voulais acheter un nouveau billet. Elle m'a dit non, mais ça, aujourd'hui, ça va, c'est bon, il n'y a pas grand monde. Mets-toi sur les attentes et ça va rentrer. J'attends jusqu'à 4 heures du mat et ça rentre pas non plus. Donc, rebelote, je re-rentre. Donc, deuxième jour, je re-rentre Au dortoir. au dortoir. Donc, voilà. Donc, là, t'en peux plus, quoi. Ça fait 4 semaines que t'es parti et les journées à Téhéran, j'allais au club, j'allais voir les matchs par équipe avec des joueurs iraniens. Je passais le temps à aller voir les matchs. Et bon, au troisième jour, je suis allé en ville, j'ai racheté un billet et puis je suis rentré. Voilà, j'ai mis 72 heures à rentrer, donc c'était une bonne galère. Là tu rentres, t'es là à 4 heures du mat, t'as les larmes aux yeux, t'en peux plus, quoi. Et en fait, ça se joue à quoi l'évolution du niveau de jeu au départ où tu as du mal à passer les qualifs? Après, ça y est, tes qualifs futurs. Après, tu disais, tu vas en quart. Après, tu fais 3-7. Après, tu gagnes. Tu sens que c'était quoi les petits réglages, les petits détails, voire des petits déclics au fur et à mesure? Ouais, avec le recul, bon, tu progresses toujours tennistiquement au cours de ta carrière, ça c'est sûr, mais c'est surtout mental, quoi. C'est surtout tu prends conscience des choses et puis confiance en toi aussi, quoi, tout simplement. Mais c'est dur, c'est simple, mais c'est très dur. Est-ce que tu peux nous faire vivre ce Monte-Carlo incroyable que tu as sorti en 2006? Dans quel état d'esprit tu étais avant? Comment tu jouais avant? Et comment ça s'est passé pendant, surtout, quoi? Mais en fait, c'est en 2005 ce que je te racontais avant, là, les premiers tournois, les Future Series, c'est en 2005. Ouais. Et en 2006, donc j'avais l'impression d'avoir beaucoup, à cette période-là, d'avoir beaucoup de points à défendre, entre guillemets, parce que j'étais peut-être monté 350e grâce à ça. Ouais. Et j'avais vraiment très mal joué avant le début de saison. J'avais vraiment très très mal joué et pour une fois, j'étais allé faire des tournois français sur la côte, là, à Nice, à Cannes. Et j'avais fait 2 tournois français et j'avais gagné des matchs à -2, à -4, peut-être maximum, même pas, je pense à -4, peut-être -15 une fois. Et en fait, le fait d'avoir gagné 6 matchs comme ça, ça m'avait fait vachement de bien. Et j'étais arrivé à Monte-Carlo justement en jouant bien grâce à ces petits tournois que j'avais fait. Et ça m'avait redonné confiance en mon jeu. Et c'est vrai que je joue Portas, c'était Albert Portas au premier tour. Ouais. Je crois que je suis mené 6-4, 4-1, je crois que je suis mené. Ouais, c'est ça, 6-4, 4-1. Et bon, bah voilà, il était meilleur que moi. Et je me suis accroché et j'ai réussi à gagner, je crois, le deuxième set 7-6. Et je gagne 6-4 au troisième avec des crampes pour finir. Je savais pas trop comment j'allais être le lendemain. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de jouer un Jonas Björkman qui n'était pas un joueur de terre battue et avec des échanges assez courts. Et c'est vrai que j'avais fait plutôt un bon match sur le central en plus. C'est le premier match que je jouais sur le central de Monte-Carlo. Allez, là. Et puis Björkman, voilà, comme je te disais un peu, c'était le style de joueur que j'adorais, c'était un de mes idoles. Ouais. Quand il est arrivé 3e mondial ou 2e mondial, c'était un des joueurs que j'adorais aussi. Et voilà, j'avais fait un super match vraiment. Et puis là, de se qualifier, c'était vraiment inespéré. Mais j'avais déjà gagné un match en qualif en 2004. Okay. Donc voilà, gagner un match, j'avais déjà fait, mais me qualifier, c'était inespéré. Ensuite, j'avais joué donc Christophe Rokus et j'avais gagné facilement. Bon, Christophe, c'était un joueur qui de temps en temps pouvait pas lâcher des matchs, mais voilà, il n'avait pas été exceptionnel, j'en avais profité et j'avais gagné assez facilement. Et derrière, j'avais joué Seb Grosjean. Et pour la petite anecdote, c'était très drôle parce que le tableau sort et j'étais à côté de Seb Grosjean. Donc moi, je me fais tout petit. J'avais même pas l'impression d'être à ma place, mais j'avais fait un peu d'humour en regardant le tableau. Et je lui ai dit, bah, t'as vu, Seb, on se joue au deuxième tour. Énorme. Alors que moi, j'étais 350e, lui, il devait être 15e mondial. Et je lui ai dit, bon, après, il faut que tu gagnes ton premier tour quand même. Alors, voilà, un peu sur le ton de l'humour. Donc, c'était marrant, il m'avait un peu chambré. Et puis bon, on se joue au deuxième tour. Et bon, j'ai eu la chance qu'il était un peu amoindri pendant le match. Et j'avais fait vraiment un super match. Et puis, on était, je crois, à 3-2 au troisième. Il avait abandonné. Ouais. Et c'est vrai que sur le coup, bah, le journaliste qui m'avait posé la question à la sortie du cours, t'es pas un peu déçu de gagner comme ça? J'aurais répondu, j'étais surtout très content qu'il abandonne parce que j'étais surtout pas sûr de gagner, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis tu semblais au-dessus presque ce jour-là. Je me souviens, t'étais vraiment solide, quoi. Ouais. J'ai pas la vidéo du match, mais j'ai des souvenirs dans ma tête où vraiment je m'éclatais. Je faisais vraiment des super points et sur le Cours des Princes, c'était vraiment un super match. J'étais vraiment super relâché et puis je m'étais éclaté sur ce match, quoi. Et puis et puis après, Federer sur central, donc c'était super fait. Je crois que c'est le seul match de ma carrière où ma grand-mère était venue me voir jouer.
Énorme. Ouais, donc c'était c'était vraiment top et c'est marrant parce que j'ai revu le match il y a pas longtemps parce qu'en fait j'ai perdu, j'avais le CD, je sais pas où il est passé de main en main et je sais plus, je l'ai perdu. Et en fait, j'ai vu il y a quelques semaines quelqu'un l'a mis sur YouTube Ouais. en entier. Donc je me suis refait le match il y a pas longtemps et c'est marrant de voir ça. Comment tu te trouves? Pas mal, mais maintenant avec le regard de coach, j'ai l'impression de pouvoir faire mieux, quoi. C'est ça qui est oui, l'impression de faire des erreurs tactiques. Voilà, c'est assez drôle, mais non, mais franchement, j'avais fait un match assez correct. Je crois qu'on a un 7,5, c'est plutôt un bon match. Et ensuite, je crois que les 3 derniers jeux, ça va très très vite. T'avais quoi Les comme 3 derniers jeux. jeu contre Roger? Franchement, je me souviens plus du plan de jeu que je pouvais être en place. J'avais surtout envie de m'éclater Ouais. et de pas être ridicule. Quand je marque mon premier jeu, j'étais déjà comme un fou. Voilà, quand je rentre sur le terrain, sincèrement, j'ai peur de prendre 2 roues, quoi. Parce que le match d'avant, il joue Alberto Martin, qui était peut-être 40e mondial, spécialiste de terre battue. Il lui met 0-1, quoi. Donc il n'avait pas perdu un match de l'année encore. Je crois qu'il avait gagné donc Australie, il avait dû gagner Dubaï, Indian Wells, Miami. Je suis très très modeste et tu essaies juste de gagner quelques jeux, quoi. Ouais. Est-ce que tu as réussi à capitaliser un peu sur la confiance que tu avais emmagasinée ou pas forcément? Pas vraiment. Comme tu disais avant, l'impression de pas être à ma place, ça aurait dû me faire décoller. Et puis en fait, je suis retourné faire un futur la semaine d'après où j'ai perdu au premier tour. Ah, Donc c'est redescendu assez vite. Ouais. Voilà, il m'a manqué peut-être un petit peu aussi d'ego, tout simplement, de dire voilà, moi voilà, les futurs c'est fini, je vais aller faire les qualifs de Grand Chelem et puis je suis fort et puis je vais me qualifier. Voilà, c'est là que je veux être. Mais j'ai pas réussi à avoir cette ambition. Je suis retourné sur des challengers et des futurs ensuite. Alors ça va pas empêcher de regagner quelques bons matchs, de remonter autour de la 200e place, mais je pense que c'est surtout ça qui m'a manqué, l'ambition, la confiance en moi. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câble sur un cours? Est-ce que tu étais du genre déjà à péter des câbles? Ouais, j'étais on va dire un faux calme. J'étais un faux calme, vraiment ça montait et puis ouais, je pouvais vraiment péter des câbles, notamment ma femme en a fait les frais au début de notre relation. J'ai le souvenir en Roumanie, c'était une des premières fois qu'elle voyageait avec moi et je crois que je mène 6-1, 3-0 c'était Maxime Chazal, on devait attendre en demi-finale future. Ouais. Et puis je la voyais sourire en fait, rigoler avec les potes au bord du terrain et moi j'étais un peu tendu quand même parce que voilà, j'étais pas serein non plus et en fait je me suis fait remonter, je perds le 7 et là je l'ai insulté, tu rigoles moins maintenant. Enfin voilà des choses vraiment où je pouvais m'énerver en fait contre des personnes au bord du cours. J'avais du mal à recevoir des messages quand j'étais stressé ou un peu tendu sur un cours, j'avais du mal à recevoir des messages de l'extérieur, que ce soit de mes coachs, tout ça. Donc non, après oui, péter des câbles, casser des raquettes, envoyer des balles, prendre des avertissements, ça pouvait m'arriver, ouais. Ta plus grosse amende? Assez souvent. J'ai dû, pas grand chose, non, franchement, pas grand chose. J'ai dû casser un banc une fois ou un coup de pied dans un banc, j'ai explosé le banc, j'ai pillé le banc et puis l'amende plus le banc, quoi. Ça, ouais, je pense que ça vaut pas grand chose non plus. Est-ce que tu t'étais déjà fait une année avec une prog vraiment foireuse? Donc, quand tu fais une prog, tu as toujours l'impression que c'est la meilleure possibilité. Donc, foireuse, avec le recul, j'ai dû faire, oui, des erreurs de prog, ça c'est sûr, mais j'ai pas de souvenir comme ça pour te dire une prog foireuse. Ok. Non. J'ai vu que tu étais allé à Chennai plusieurs fois en Inde. L'Inde, c'est quand même le plus gros contraste, je pense, possible avec Monte-Carlo, Monaco, en règle générale. Ouais. Comment tu vivais ce tournoi-là? Et puis, est-ce qu'il t'arrivait d'aller voir un peu autour, t'imprégner de la beauté des lieux où tu étais? Ouais, jusqu'à un certain âge, quand j'étais jeune, j'allais pas du tout visiter. J'aimais bien aller en fait dans les pays un peu exotiques, mais j'étais pas un grand fan de ça. Je le regrette un petit peu parce que souvent ça valait le coup. Un peu plus maintenant. Non, franchement, Chennai, c'était pas c'était pas le pire que j'ai fait, hein. Je suis allé au Nigeria notamment. Ça, pour moi, le pire, c'était le Nigeria. Okay. Au niveau de l'insécurité, c'était vraiment violent. Fallait faire attention, mais vraiment, l'Inde c'est très pauvre, mais c'est pas très dangereux, on va dire. Nigeria, c'est dangereux, quoi. J'étais une fois avec Guillaume Couillard. À l'époque, on allait dans un cybercafé. Il y avait pas le wifi à l'époque. On allait dans les cybercafés et on prenait en fait, les taxis, c'était des taxis motos.
Ouais. On demandait toujours aux deux mêmes de venir nous chercher 1 heure après, à cette heure-ci, tout ça. Et on attendait devant le cybercafé que les motos arrivent et un grand black vient nous voir en nous demandant de l'argent. On fait ceux qui comprennent pas, voilà, et qui commencent à être un peu énervés, violents. Non, on n'avait pas. Et puis voilà, donc les 2 taxis-motos arrivent. On se dit bon bah c'est bon, on est safe, on est sauvé entre guillemets, on va pouvoir rentrer. Et là, même eux se sont écrasés devant lui. Il leur a pris les clés et en gros, si on lui donnait pas d'argent, on repartait pas quoi. Donc voilà, tu mets la main dans la poche, tu sors un billet. Alors tu sors $10, tu sais pas s'il va te rivronner ou s'il va. Et puis voilà, on lui a donné peut-être $10 et $20 et puis il nous a rendu les clés, on a pu partir. Mais tu te dis bah si t'as rien sur toi et si le mec voilà pète un câble, on est au fin fond du Nigeria, les mecs ils font ce qu'ils veulent quoi. Hein. Donc, c'est vraiment là-bas la vie a pas la même valeur qu'en Europe quoi. Des endroits dangereux quoi. Combien de sélections tu as eu en Coupe Davis? Alors combien je sais pas. Je sais que ça fait 16 ans que je joue pour Monaco depuis 2003 ou 2004 je crois. Et depuis 2004, non, c'est une fierté de jouer pour Monaco. J'ai pas raté une rencontre depuis 16 ans. Meilleur souvenir sportif avec l'équipe de Monaco en Coupe Davis, c'est lequel? Il y a des matchs plus aboutis, on va dire, mais si je dois prendre en globalité, c'est vraiment les moments que tu passes en équipe. On a souvent on n'est pas comme un grand pays où c'est des joueurs différents qui viennent à chaque fois. Là, c'est vraiment, on avait pendant 6-7 ans, à chaque fois, tu as la même ossature. Donc, tu pars toujours avec la même équipe et c'est des souvenirs, en fait, que tu crées. Et ça, c'est génial, quoi, de pouvoir vivre ça dans un sport individuel, qui est le tennis. Moi, j'ai eu la chance de vivre des rencontres de Coupe Davis, des matchs en 5-7, avec des potes. Donc, ça, c'est génial. Après, j'ai eu des rencontres plus ou moins, comme tu dis, abouties. On a gagné des beaux doubles avec Romain Arnaud et avec Guillaume Couillard. On a battu avec Guillaume, on a battu Max Mirny, qui était à l'époque 3e mondial en double. On a battu Ernest Goulbis, voilà, des joueurs comme ça. Avec Romain, on a fait aussi des super doubles, notamment un où on perd 7-5 au 5e contre Jarkko Nieminen et Henri Kontinen à Monaco dans une super ambiance. Donc voilà, après, c'est vrai, c'est surtout les ambiances de match que tu retiens, ou les victoires en 5-7 quand tu es mené 2-7-0. Des choses que, en étant monégasque, tu peux vivre pour un joueur qui n'a pas été dans le top 200. C'est vrai que c'est exceptionnel. Il y a un bizutage aussi en équipe monégasque comme en France ou pas? Ouais, alors il y a des bizutages, il n'y a rien d'arrêté, mais en fait, on joue beaucoup aux cartes en fait quand on est en équipe. Alors c'est pas des jeux, c'est des petits jeux en fait qu'on crée. Ouais. Et en fait, on met des gages à la clé. Donc c'est souvent assez drôle. On invente pas mal de choses et ça va assez loin parfois. Moi, j'ai fait un vol entier dans les toilettes d'un avion. Le capitaine a passé, par exemple, une journée entière en peignoir. Ouais. Donc, des fois, ça fait un peu. On essaie de se calmer un peu parce que des fois, ça fait un peu touriste. On a en string dans la rue, des choses comme ça. Mais voilà. Pas mal. Le fait que ça soit un petit pays, voilà, ça reste une principauté. Est-ce que c'était pas frustrant parfois de te dire qu'il n'y avait pas de meilleurs joueurs ou plus de chances d'avoir une équipe plus solide? Non, bah déjà c'était à moi d'augmenter le niveau d'abord. Si on voulait aller plus haut, bah voilà, si t'es un joueur dans le top 100, c'est plus facile. Après il y a eu Jean-René Lisnard qui est venu et qui a joué pendant quelques années et qui était mieux classé que moi à cette période-là. Donc on avait quand même une équipe assez solide. On a raté une ou deux fois la montée en groupe 1. On n'a jamais été en groupe 1 dans l'histoire, donc c'est vrai que c'était dur. J'ai perdu un match décisif contre l'Afrique du Sud à Monaco, contre Rick de Woest. Ça a été vraiment un moment difficile, quoi, parce que je crois que je le bats quelques semaines avant au CAIF de Roland-Garros. Ouais. Et là, je joue chez moi à Monaco. On revient de 0-2 à 2-2 et voilà, tout le monde vraiment y croyait et ça a été vraiment une des plus grosses déceptions de ma carrière. Ouais. Ça fait quoi d'être monégasque et d'avoir la chance de pas avoir de permis à points, d'avoir beaucoup moins d'impôts et d'être jalousé par tous les Français? Non, bah c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. Hein. Je le sais, rien que de vivre dans une région comme ça. Voilà, déjà aujourd'hui j'ai une famille, donc rien que la sécurité, c'est énorme. On a la mer, la montagne qui est à 1h30, donc on a vraiment, il y a pas mal d'activités dans Monaco aussi. Et comme tu disais, il y a beaucoup d'aide.
Monaco, avoir que 30 000 personnes, donc c'est vrai que tu peux beaucoup mieux aider la population. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Je sais la chance que j'ai. Pour avoir fait pas mal d'épisodes avec des coachs privés ou des joueurs ou des joueuses qui, à un moment donné, ont investi massivement dans leur structure, est-ce que tu penses que toi, ça t'a fait défaut de peut-être pas assez te mettre en danger sur l'investissement financier quelque part pour te dire, allez, là, je suis dans le rouge, j'ai pas le choix, faut que je rentre dans mes frais. Tu penses que parfois, ça a pu te faire défaut? Ouais, tout à fait, tout à fait. On en revient à la confiance en soi. Si t'as confiance et que t'es ambitieux, tu investis dans ta structure et tu sais que c'est la bonne chose à faire parce que tu vas progresser et que tu vas monter au classement et que ça va te servir, quoi. C'est pas à perte et que voilà, c'est par là qu'il faut passer. Et j'ai eu beaucoup de mal. Alors ça aussi, puis le fait de pas vouloir entre guillemets de partir de Monaco, j'ai pris peu de risques dans ma carrière. Je suis allé une fois un petit peu m'entraîner j'ai fait 1 an peut-être avec un entraîneur américain où je suis parti 3-4 mois aux États-Unis et ça a été une des meilleures périodes aussi de ma carrière en 2009. Ouais. Après ça veut pas dire, voilà, il y a une période aussi où je m'entraînais, j'avais pris un coach personnel. Je suis parti de la Fédé Monégasque, j'ai pris un entraîneur personnel pour essayer de progresser que je payais de ma poche. D'accord. Et ça a été avec Didier Lannes, il s'appelait. Et voilà, il y a un moment donné où j'ai dû aussi arrêter parce que j'avais plus les moyens de le payer. Ouais. Malgré le fait d'être à Monaco, voilà, d'avoir des aides, tout ça, j'avais plus les moyens de le payer. Donc j'avais un peu on va dire la corde au cou au niveau financier. Alors j'aurais pu, bien sûr, la famille est derrière, j'aurais pu demander à mon papa, il l'aurait fait, je pense, sans hésiter, mais bon, par fierté, voilà, t'as envie de t'en sortir tout seul. Donc je l'ai fait un petit peu, mais peut-être pas assez, J'ai pas pris de risque. À une période, j'ai failli m'entraîner avec Ronald Agénor, qui est venu à Monaco, que mon père connaissait, qui était prêt, voilà, et puis il m'a fait une proposition financière, et puis je trouvais ça un peu trop à l'époque, mais avec le recul, voilà, c'était aussi, j'ai eu un peu peur de me mettre en danger et d'y aller, quoi. Et la relation avec ton père s'est apaisée au fil des années sur le circuit ou comment ça s'est passé? Oui, non, elle s'est apaisée assez vite. Elle s'est apaisée assez vite parce que c'est une personne intelligente et puis voilà, il avait tout simplement envie du meilleur pour moi et il voyait que pour lui, je prenais le mauvais chemin. Donc Ouais. il a eu raison de me le dire. Et puis non, ça s'est toujours après très très bien passé. Ça restait quelque part mon premier soutien et mon premier conseiller. Dès que je terminais un match, je l'appelais. Au fur et à mesure de la carrière, de moins en moins, on va dire. Ouais. Il a suivi d'un peu plus loin, mais non, c'était quand je suis en 2006, je fais ce Monte Carlo en 2006. Voilà, c'est lui qui est au bord du cours avec Alexia, ma belle maman aussi de Chaume, qui m'a aussi toujours soutenu dans ma carrière, qui par période aussi a voyagé un petit peu avec moi. Je lui demandais, il m'a entraîné par période. Ouais. Donc voilà, non, on a toujours eu une super relation. Est-ce que tu peux nous raconter ce tie-break de l'espace gagné 36-34? Combien de balles de tête t'as sauvé? Tu t'en souviens? Non, mais bon, j'en sais pas, mais sincèrement, il y a pas grand chose à raconter. Après, j'en suis pas super fier parce que c'est pas très glorieux non plus, quoi. C'est des qualifs de futur. C'était en quoi, 2013, tu dis? Ouais. Donc tu vois, j'avais 30 ans, c'était une qualif de futur, c'est contre Guillaume qui devait avoir 35 ans, qui avait quasiment arrêté sa carrière, donc qui n'était pas mon coach encore à l'époque. Donc non, voilà, c'est pas, franchement, il y a pas grand chose à dire. Ça se passe comme ça, tu t'en rends pas compte sur le moment. Puis en fait, on s'en est rendu compte les jours suivants, en fait, où ça avait pris un peu une ampleur. On avait des appels, des choses, et puis on était un peu dépassé par ça, quoi. Ouais. Mais enfin, pour te dire vraiment sur le sujet, moi j'essayais d'en parler le moins possible parce que comme je te disais, quoi, c'était pas quelque chose. Je dis pas, voilà, t'es pas sur un central où tu fais un Easter Mahu où c'est exceptionnel. Voilà, Ouais. il y avait rien d'exceptionnel. Comment s'est passée la fin de ta carrière et la transition, prendre la décision d'arrêter, tout ça, comment tu l'as vécu? J'avais eu dans ma carrière déjà une période où j'avais eu envie d'arrêter. Je sais plus en quelle année, peut-être en 2010 ou quelque chose comme ça, quand j'avais 27-28 ans. Et puis, en fait, j'avais pas arrêté parce que je savais pas quoi faire d'autre, tout simplement. Donc la machine était repartie. Mais en fait, le fait d'être père de famille et de plus avoir
l'envie de faire tous les efforts, parce que ce qu'on disait avant, c'est que j'ai pas toujours tout fait d'heure, mais j'ai quand même, enfin, par période, j'avais l'impression quand même de faire tous les efforts possibles pour me donner une chance. Et notamment, peut-être un an avant que j'arrête, je me suis dit, allez, là, je me fais une année au taquet, tu donnes tout, voilà, tu essayes d'être plus fort dans ta tête, d'avoir confiance, voilà, d'y aller, d'être super ambitieux. Et j'avais fait une super préparation. Et ça avait payé parce que j'étais bien remonté, j'avais fait plutôt une saison pas mal. Et en fait, quand après ça, c'est redescendu, j'avais plus en fait l'envie de faire tous les efforts. Ouais. Voilà, je partais, j'avais plus envie non plus financièrement de faire des efforts. Tu commences à penser à l'après. Et j'ai toujours eu envie d'entraîner dans ma carrière. Voilà, j'adore les jeux de manager. Que ce soit de foot, de tennis, faire progresser un joueur. Voilà, j'ai toujours bien aimé ça et je m'étais toujours dit que après ma carrière, je serais entraîneur. Donc en fait, au fur et à mesure que ma carrière avançait, j'avais le regard un petit peu plus extérieur entre guillemets. Et voilà, j'ai pris la décision, je crois fin 2015, ouais, d'arrêter. Et en fait, j'étais engagé quand même avec Monaco au moins de rester compétitif pour la Coupe Davis. Donc j'ai continué jusqu'à à peu près juillet-août 2016, jusqu'à après la Coupe Davis. Et voilà, à partir de là, j'ai cherché quoi faire après. Donc j'ai passé déjà mon diplôme d'État à Roland-Garros à la fédération en accéléré. Donc ça m'a bien plu de prendre encore plus de recul. Et puis j'ai eu la chance qu'un mec comme Gilles Muller me fasse confiance. On s'est rencontrés on se connaissait déjà bien, et puis on a discuté pendant Monte-Carlo, et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, il cherchait un deuxième coach. ouais. Il avait déjà une structure au Luxembourg avec Alexandre Lisiecki, et il avait Jimmy Delgado qui en fait l'avait quitté pour Andy Murray en début d'année. D'accord. Et qui n'avait pas remplacé encore en avril. Et à ce moment-là, on a discuté, et puis voilà, on a fait quelques semaines d'essai, je suis allé au Luxembourg, et puis ça s'est bien passé, et puis il m'a vraiment fait confiance, et puis c'est parti, voilà, c'est parti de là. Alors j'ai fini d'abord mon diplôme d'État, je faisais un peu le entre les deux, et puis voilà, après c'est parti avec Gilles. Vous avez fait combien de temps ensemble avec Gilles? On a fait de mi-2016 à 2019, donc on a fait jusqu'à fin 2018, donc début 2018, donc 2 ans et demi on a fait, 2 ans et demi. Et toi qui jusqu'à ce voulais qu'il prenne sa retraite. Toi qui voulais peut-être avoir un peu plus de temps pour ta famille, c'était pas compliqué à gérer? Non, déjà, faut travailler, faut gagner sa vie. Donc, c'était une opportunité. Et puis, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté pas parce que j'aimais plus voyager, mais parce que j'avais plus envie de faire les efforts qu'il fallait. Mais j'ai jamais eu le ras-le-bol de voyager. Puis voilà, après, il fallait que ma femme aussi l'accepte, ce qu'elle a fait, parce que voilà, elle vient quand même, elle connaît le monde du tennis. Voilà, elle sait ce que c'est, et puis elle l'accepte. Et puis on a trouvé, voilà, non, franchement, ça s'est bien passé à ce niveau-là, au niveau familial. Je voyageais pas énormément au début. J'ai dû faire 15-20 semaines peut-être avec les semaines d'entraînement. Ouais. Donc j'avais quand même, voilà, par exemple, la première année, je suis pas allé en Australie. Bon, t'as un mois où t'es à la maison. Donc après, voilà, tu peux partir. Les enfants étaient encore petits, donc ils ont pas ils ressentent un petit peu moins le manque. Là, ça commence à être un peu plus dur. Là, ils sont un peu plus conscients en fait quand tu pars, et c'est un petit peu plus difficile, voilà, de les voir souffrir entre guillemets quand tu t'en vas. Ils ont vraiment pas envie. Il y a quelques pleurs. Et ça, c'était pas le cas avant. On dit souvent qu'un entraîneur avec son joueur, c'est un peu comme une relation de couple. À quel point vous vous entendiez bien avec Gilles, et en quoi tu étais complémentaire pour son jeu? Qu'est-ce que tu lui apportais? Gilles, on a le même âge, on a joué des doubles ensemble en junior, on a voyagé ensemble en junior. Ouais. Et puis on s'est perdu de vue après parce que lui, voilà, il a fait sa carrière à plus haut niveau que moi. On faisait plus les mêmes tournois, alors on n'a pas vraiment gardé contact. Peut-être on se voyait une fois par an, une fois tous les 2 ans, ou un petit coup de fil une fois par an, quelque chose comme ça. Donc rien de bien fou, mais voilà, on était toujours contents de se retrouver. Et puis voilà, après ça s'est bien passé au niveau sportif, surtout. Ça aide énormément parce qu'il a gagné ses premiers tournois, il a fait le quart de finale à Wimbledon. Donc c'est plus facile quand ça se passe comme ça. Et puis non, humainement, ça s'est aussi
très bien passé. On a progressé, on va dire, humainement pendant notre relation, parce qu'au tout début, en fait, t'es beaucoup ensemble. En fait, comme déjà, tu voyages ensemble. Ensuite, au tout début, de temps en temps, on partageait même des chambres, malgré il était peut-être 50 ou 60e mondial, donc c'était pas non, voilà, il a eu une carrière en dents de scie, donc financièrement, c'était pas non plus un mec l'extase. Donc voilà, donc ça arrive même de partager. Et en fait, tu te rends compte que pour la relation c'est meilleur. En fait, tu passes déjà tellement de temps ensemble que tout le temps que tu peux ne pas passer ensemble, tu prends en fait. Tu prends parce que lui aussi a besoin d'être seul, toi aussi. Tu réfléchis mieux quand tu es tout seul. Et puis tout simplement, voilà, un joueur de tennis est en général quand même assez solitaire. Moi, voilà, la solitude, ça m'a jamais dérangé dans ma carrière d'être seul dans une chambre d'hôtel. Il y en a qui, voilà, au bout de 2 jours, ils pètent un câble, et ils en peuvent plus, quoi. Ils ont envie de rentrer chez eux. Moi, ça m'a jamais dérangé. Et donc ça, je pense que c'est un point fort aussi en tant que joueur, mais aussi en tant que coach. Tu penses lui avoir apporté quoi à Gilles? Ça, c'est à lui qu'il faudrait qu'il demande. Moi, j'ai essayé de faire de mon mieux parce que j'avais très peu d'expérience. Et pour venir sur ce chemin-là du coaching, c'est très dur, voilà, de faire confiance à quelqu'un qui a peu d'expérience. Et voilà, j'estime prendre l'expérience là depuis maintenant, ça fait 4-5 ans que je coach. Et je me rends compte que tu apprends tout le temps, quoi. T'avais l'impression peur au début d'avoir un peu ce syndrome de l'imposteur ou pas? Non, parce que de ce côté-là, voilà, je suis un passionné de tennis, je regarde beaucoup de tennis et je pense que je connais bien le tennis. Donc quand tu parles de quelque chose que tu connais, c'est plus facile. Donc non, j'ai jamais eu l'impression d'être imposteur, mais encore une fois, il faut que tu le prouves, quoi. Il faut que tu le prouves aux joueurs. Faut vraiment faire le deuil de ta carrière de joueur. Tu passes vraiment de l'autre côté et faut que tu te comportes aussi différemment, quoi. Sur le terrain ou en dehors. Est-ce que tu restes affûté? Tu continues de faire du sport aujourd'hui ou t'as vraiment lâché? Je suis resté affûté. On va dire, j'ai vraiment fait les efforts la première année parce que j'ai fait le marathon, donc il fallait que je m'entraîne. T'as mis combien de temps? 3h28. Putain, c'est propre. Ah ouais, solide. Ouais, pas mal. Ouais. Voilà. Ça a toujours été un point fort chez moi, l'endurance. J'ai toujours aimé les matchs longs, tout ça. Donc, il galope le balou. J'aime ça. On s'est fait un petit duel avec Thomas Auger et Romain Arnaud. C'était très sympa. C'est très sympa. Bon, ça. Mais du coup, du coup aussi, je joue aussi encore la Coupe Davis pour Monaco, quelques matchs par équipe. Donc voilà, je me maintenais en forme et je me maintiens toujours en forme. Alors c'est de plus en plus compliqué. Je le fais de moins en moins, mais j'aime bien quand même aller courir, taper dans la balle. Voilà. J'aime bien pas aller dans une salle de gym faire la muscu, ça c'est difficile, mais aller courir dehors, ça c'est des choses que j'aime bien. Comment tu as enchaîné du coup avec Pierre Hugues? Comment vous êtes rapprochés? Pierre Hugues, il avait une structure à la fédération depuis quelques années. Il avait envie en fait de créer sa propre équipe. Il avait un peu envie de s'émanciper de la fédération. Donc il avait été avec son père pendant des années. Il était parti à la fédération et il avait envie de créer une équipe, comme on en parlait tout à l'heure, quoi, d'investir pour aller plus haut. Donc il est venu vers moi. Il m'a appelé en me disant voilà, il aimait le travail que je faisais avec Gilles. On se voyait assez souvent sur les tournois et on se connaissait un petit peu d'avant. On avait fait quelques tournois ensemble quand je jouais encore. Et voilà, et c'était, il me semble, fin 2017. Et malheureusement, je lui ai dit non, je me suis engagé avec Gilles, donc j'aurais adoré, mais c'est pas possible. Et puis il est revenu quelques semaines encore. Il m'a rappelé quelques semaines après en me disant écoute, j'ai bien réfléchi, j'ai fait tout et j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Et est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose? Et voilà, quand quelqu'un a ce discours, c'est vraiment dur de pas chercher une solution. Qu'est-ce qui l'attire chez toi? Encore une fois, il faudra lui demander. Il faudra lui demander, mais on a déjà fait l'épisode. Voilà, je sais pas ce qu'il t'a répondu, mais je pense qu'il avait déjà, et je pense qu'en tant que personne, il m'aimait bien, et puis il avait confiance en moi, et puis voilà, il tout simplement, voilà, encore une fois, je sais pas ce qu'il t'a répondu, mais je pense s'il avait envie, moi ça me faisait très plaisir d'entendre ça. Et puis donc comme je te disais, j'avais envie de trouver une solution et à l'époque Gilles Muller avait une structure au Luxembourg qui s'appelait Let's Serve. Donc on bossait avec Alexandre Lisecki et Franck Eicher, l'entraîneur physique, on avait un super groupe et Gilles commençait à être assez âgé et par rapport à sa structure, on s'est dit que peut-être incorporer quelqu'un comme Pierre Hugues, ça pouvait être une bonne chose, tout simplement parce que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, Gilles allait arrêter et
peut-être pour relancer en fait la structure. Donc on a proposé ça à Gilles. En plus on avait donc voilà, il avait aussi Alexandre Lisiecki qui pouvait voyager avec lui, et puis Gilles l'a accepté. Alors nous franchement à l'époque on pensait qu'amener un peu un jeune loup, parce qu'il était plus jeune Pierre-Hugues que Gilles, ça allait être bénéfique pour Gilles, parce qu'il avait fait une super saison 2017, mais la fin de saison avait été compliquée. Ouais. Alors il avait une blessure, mais même mentalement ça avait été un peu compliqué, donc on s'est dit tiens ça va peut-être le booster d'avoir un mec qui va un peu le pousser, de temps en temps partager des semaines d'entraînement, ça va peut-être lui faire du bien. Bon, avec le recul ça a pas fonctionné du tout, parce que voilà, Gilles, l'année 2018 était très compliquée, il n'a pas réussi à trouver la motivation, il avait atteint tous ses objectifs en 2017, et voilà, on n'a pas réussi à le relancer mentalement, tout simplement. Et puis aussi après physiquement il a eu quelques soucis, donc c'est du côté de Gilles ça s'est pas bien passé. Lui quand il a accepté Pierre-Hugues aussi, parce que ça lui divisait aussi des frais à ce moment-là, mais voilà, à son niveau et à son âge, pour Gilles c'était pas la meilleure solution, mais pour Pierre-Hugues ça a été je pense une bonne chose, parce qu'on a fait je pense depuis 2 ans maintenant on fait du bon boulot. Je pense que tennistiquement, il progresse. Tout le monde progresse. C'est dur, et il faut que les résultats soient encore meilleurs. Mais voilà, il fait tous les efforts qu'il doit faire, et je suis certain que ça va encore progresser au niveau du classement et au niveau tennistique dans les mois et les années qui arrivent. Ton rêve en tant que coach, c'est quoi? J'ai pas vraiment de rêve, j'ai pas le plan de carrière, on va dire, mais moi, enfin voilà, aujourd'hui, mon objectif à court terme, c'est avec Pierre-Hugues, c'est de gagner un tournoi avec Pierre-Hugues déjà, parce que c'est son plus gros objectif. Après, on en a d'autres que je vais pas te dévoiler, parce que je trouve ça très personnel, et que voilà, le grand public a pas besoin de savoir les détails des objectifs et les détails de ce qu'on bosse, entre guillemets. Mais voilà, si c'en est un aujourd'hui, c'est de continuer à faire progresser Pierre-Hugues et de gagner un tournoi avec lui. Bon, je suis un peu triste, mais je m'en remettrai. Par rapport à quoi? Par rapport à aller un peu plus dans les détails, tout ça? Ouais. Ouais. Bon, après, non, il y a quelque chose, par exemple, que j'ai envie de faire en tant qu'entraîneur, c'est aider. J'ai un petit frère, dont on parlait tout à l'heure, qui joue plutôt bien au tennis aussi, et qui est passionné et qui a envie de faire une carrière. Ouais. Et j'aimerais beaucoup l'aider. J'aimerais beaucoup l'aider, et voilà, je pense qu'il peut aller assez loin, et si quelqu'un doit l'aider à aller là, j'aurais bien envie que ce soit un parcours familial. Ouais. Et je pense que lui aussi, donc c'est dans le futur proche, c'est à garder en tête. Quel âge il a? Il a 21 ans. Il est aux États-Unis et il termine bientôt son cursus universitaire. Voilà, l'année prochaine. Il devait finir cette année, mais voilà, avec ce qui se passe, le Covid, il va refaire une année, en fait, sa dernière année. Ouais. Et donc du coup, après, il a vraiment envie de se lancer sur le circuit, et voilà, j'aimerais bien l'aider à réaliser ses rêves. C'est bon ça. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les autres interviews. Si le tennis n'avait pas existé, Balou, t'aurais fait quoi? J'adore le foot. Je suis vraiment passionné par le football, encore plus que par le tennis. Donc, alors pour moi, par exemple, là, le métier de rêve, c'est être recruteur, par exemple, pour un club de foot, quoi. Okay. Tu vas avoir des matchs, tu fais des rapports, tu notes tes joueurs, tout ça, voilà. Tu vas à Louis II dès que tu peux? Ouais, de moins en moins avec la famille, parce que quand je rentre, j'ai envie d'être avec les loulous, et donc de moins en moins. Mais oui, avant ça, dès que je pouvais, j'allais au stade. Tu le vois pas là, mais faut que je me mette un peu là-bas, mais je vois le stade Louis II de ma terrasse. Ah, énorme. Donc, je vais te le. Si tu vois, il est là-bas derrière. On voit pas très bien, mais voilà. Je vois la mer. Il est derrière la grue. D'accord. Il est derrière la grue, mais du coup, quand il y a les matchs, je sais quand il y a un but. Énorme. C'est bon ça. Ouais. Alors, quand on joue Marseille ou Paris, le problème, c'est que je sais pas qui a marqué. Ça va, t'es assez lucide. Ou Nice. Quand on joue notre équipe, je sais que c'est Monaco qui a marqué. Ouais. Et bon, quand c'est Nice, Marseille ou Paris, vu qu'il y a autant de Marseillais ou Niçois dans le stade, faut attendre. Faut attendre de voir à la télé. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie?
Je vais quand même pas la mettre dans le sport. Il y a quand même des choses plus importantes, mais la naissance de mes enfants, c'est quand même, c'est que ça dépasse quand même, ça dépasse le sport. Mais au niveau sport, les émotions, le match contre Nadal avec Gilles, c'était quand même violent comme émotion. À Wimbledon? En tant que coach, ouais, à Wimbledon, quand il bat Nadal, je sais même plus le score, c'est 14-12 au cinquième. En tant que coach, j'essaye toujours vraiment de gérer les émotions, de pas être dans les motifs, pas être spectateur, mais vraiment de garder l'œil critique et voilà, et analyser, observer, analyser. Mais là, avec ce qui se passait, c'était vraiment très compliqué. Tu te perds un peu dans les émotions. Alors après, à la fin du match, évidemment, puis il y a la victoire au bout. Ouais. Donc c'est vraiment peut-être la plus belle émotion que j'ai vécue. Quand tu perds ce genre de match, parce que j'en ai perdu aussi avec Gilles et j'en ai perdu avec Pierre Hugues, notamment à Roland l'année dernière contre Benoît, ou cette année en Australie, ouais. aussi contre David Goffin en 5-7. Voilà, j'ai assez d'empathie pour me mettre à la place en fait de celui qui perd. Donc même quand je gagne, j'essaye vraiment de contrôler ça, et parce que voilà, tu sais que ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre pour pas grand chose. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment un sport qui est beau aussi grâce à ça, qui est cruel mais qui est super beau, quoi. Gilles avait battu Nadal à quel tour de Wim? En huitième de finale. C'est beau, incroyable. Un livre, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie en particulier? Alors, je suis pas un grand lecteur. Par moment, j'ai eu des périodes où je lisais beaucoup de biographies, que ce soit d'acteurs de cinéma ou de joueurs. J'ai dû lire celle d'Agassi à l'époque, celle de Brad Gilbert. Mais pour te dire, ça fait longtemps et j'ai pas de grands souvenirs. J'ai eu une période où j'ai lu quasiment tous les livres de Charles Bukowski. Je sais pas si tu connais. Non. Un écrivain américain. J'aimais bien sa façon d'écrire. C'est un peu original, voire marginal. Ouais. Et mais voilà, après, je peux aussi lire des Marc Lévy. J'ai lu des Marc Lévy, tout ça. Mais j'ai pas, voilà, là, ça fait quand même quelques années que j'ai pas lu grand chose. Là, pour te dire, je lis un livre en ce moment qu'on m'a recommandé, qu'un ami m'a recommandé, juste vraiment parce qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, il faut absolument que tu lises ça. Ça s'appelle L'Art d'entraîner. Ouais. C'est Francis Distinguin qui a été DTN du surf, il me semble, Okay. qui a écrit ça. C'est un peu philosophique. Ça prend pas mal de discours de différents sports, d'entraîneurs de différents sports et puis d'artistes aussi. C'est un peu philosophique, c'est un peu, encore une fois, original. Et j'aime bien les gens qui sortent de l'ordinaire parce que c'est une vision un peu différente de ce que on est toujours la tête dans le guidon, à vouloir voilà, on te répète quand même assez souvent dans ta carrière les bases qu'il faut faire. Voilà, tu peux pas être un bon joueur si tu fais pas ça. Tu peux pas, voilà, c'est des trucs. Et je pense qu'il y a plusieurs. Il y a pas qu'un chemin, il y a beaucoup de chemins. Tu peux te perdre, mais voilà, si tu arrives à retrouver ton chemin, tu t'en sortiras grandi que si on te guide tout le temps. Donc j'aime bien, voilà, les trucs un peu différents. Il te parle ce livre? Tu découvres. J'en sors quelques phrases de temps en temps qui sont intéressantes, mais ça permet d'ouvrir un petit peu l'esprit. Voilà. Mais après, j'ai pas besoin de lire beaucoup parce que je suis en contact beaucoup donc avec le père de Pierre Hugues, avec Jean Roch. Lui écrit beaucoup. Donc en fait, il me récite et en fait ça me fait mes lectures et rien que parler avec Jean Roch, et j'ai assez d'originalité comme ça et j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un film référence, un seul? J'aime beaucoup L'effet papillon de Butterfly Effect. Je l'ai vu plusieurs fois. Je sais pas si tu vois le film. Je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, non. C'est surtout en fait le fait de changer une chose dans ta vie, une décision qui en fait change toute ta vie. Et je pense, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Si j'avais pas fait 100 km pour aller voir un ami, j'aurais pas rencontré ma femme, j'aurais pas 2 enfants plus aujourd'hui. Enfin voilà, des choses, des décisions. Tu te dis je serais peut-être resté à l'hôtel cette nuit-là et voilà. Enfin des choses comme ça où en fait où tout change. Une décision peut changer toute ta vie. Tu nous racontes la rencontre avec ta femme. Non, mais voilà. Enfin je suis allé voir. Je fais des tournées en Floride en fin d'année et puis j'étais sur la côte ouest à Bradenton là. Il y avait un tournage chez Boé Thierry et puis
avant de rentrer, je suis allé voir un ami qui s'appelle Charles-Édouard Maria qui habite à Palm Beach et Sarah, ma femme, qui était là-bas en fait. Elle donnait des cours de tennis c'était un ami en commun en fait et voilà, en fait, on s'est re-rencontrés là-bas parce on se connaissait quand on avait 14-15 ans. Elle jouait au tennis aussi. Elle était alsacienne, donc on se connaissait vite fait comme tu te connais à 14-15 ans. On s'était perdu de vue et puis en fait voilà, si tu te dis si t'étais rentré directement en Europe et que je t'ai pas passé 2-3 jours voir un ami, voilà, ta vie est différente. Mais je prends cet exemple, mais il y a, je pense dans une vie, il y a 1000 exemples comme ça. J'aime beaucoup ce film parce qu'il fait, voilà, il fait réfléchir sur. Mais en fait, il revient tout le temps en arrière pour essayer de faire mieux, et voilà. Après, il se retrouve un peu piégé, un peu bloqué, un peu piégé. Qui ne joue pas au tennis dans la famille Ballret? C'est fou ça. Pas grand monde. Je disais mon frère, ma sœur a joué un petit peu et elle continue à jouer. Elle doit être 3-6, quelque chose comme ça. D'accord. Elle adore ça. Non, mon père, ma mère, c'est vrai que j'ai une tante aussi qui a été première série, Virginie Paquet. Voilà, mon cousin, joue très très bien. Ouais. Arthur Rinderknecht, qui est bien monté là, qui doit être 160. C'est une famille de tennis, il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Même Chloé Paquet et ma famille aussi. Paquet, c'est le nom de ma maman. Alors je connais pas bien Chloé, mais c'est un peu éloigné, mais c'est la famille quand même. Bon, on a fait un épisode avec Chloé, tu pourras la découvrir à travers ton récit. Voilà, je vais faire ça. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Je suis pas très concert. J'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma vie, donc je peux pas te répondre là-dessus. Je suis désolé. D'accord. Je suis plus allé voir les matchs de foot. Je suis allé voir des matchs de Monaco en Champions League. Et d'ailleurs, il y a un hymne national à Monaco, évidemment. Oui. Ouais. Incroyable. Tu veux que je te la chante? Je serais chaud, ouais. Despeitu do nostro paese, se li ventu, même pas vaiu. Despeitu a curu rosso e gianca, esta l'emblema de nostra libertà. Grande piccione sempre respetta. Voilà, c'est l'italien? C'est un beau chant. C'est du monégasque. Ça ressemble beaucoup à l'italien, mais c'est du monégasque. Et tu le parles couramment? Non. Je ne parle pas couramment. Je l'ai appris en primaire quand j'étais à l'école à Monaco, un petit peu au collège, mais voilà, enfin les bases. Mais franchement, non, je ne parle pas monégasque. Et je pense que c'est vraiment maintenant il y a plus beaucoup de personnes. Les anciens doivent le parler un petit peu. Le prince, évidemment. Ça ressemble beaucoup à l'italien ou du provençal. Moi, je suis dans le Pays Basque, la Bidart, en dessous de Biarritz. Il y a pas mal d'écoles un peu conservatrices qui reprennent, tu vois, le basque pour les enfants. Ouais. Pour ça, Paco? Je sais pas. Mon fils commence à faire du monégasque, mais ça reste c'est à l'école. Quelle est la plus grosse période de doute de ta vie? Je te dis, on en a parlé avant, les 2 périodes après les juniors là où j'ai douté. Du moins avec mon papa, ça a été compliqué. Et puis une autre période où j'ai eu envie je me faisais plus plaisir sur le terrain et j'ai eu envie d'arrêter. Puis voilà, c'est reparti parce que tu changes un petit peu de structure, t'essayes autre chose et ça te relance. Quels seraient les mots du Benjamin d'aujourd'hui qui est coach en plus au Benjamin junior qui était dans le trou? J'essaierai de lui faire comprendre ce qu'il faut faire pour arriver au plus haut niveau et surtout relief, la sensation en fait de bien-être que tu pourrais avoir en atteignant tes rêves. Voilà. Parce que moi j'ai toujours entre guillemets rêvé d'être top 100, d'aller jouer les gros tournois, mais voilà, j'ai pas réussi à quelque part, j'y croyais pas vraiment et j'essaierai d'avoir un discours très positif, de lui montrer comme il est fort et vraiment de lui prouver qu'il a sa place, là-bas, quoi. Et que s'il met tous les moyens, il peut y arriver. Avant les questions de fin, normalement, je parle des sponsors un petit coup. Quand tu étais sur le circuit, tu étais avec Sergio Tacchini. J'étais avec Lacoste pendant très longtemps. Ouais. J'étais avec Lacoste pendant très longtemps, avec Prince. Ok. J'ai beaucoup joué avec Prince. Ensuite, Babola en raquette. Ouais. Et Tacchini, c'est quand j'ai arrêté ma carrière, en fait, à la fin de carrière, parce que la fédération monégasque est sponsorisée par Tacchini. Ouais. Et ensuite, en fait, Gilles était Tacchini aussi, donc là, je suis passé directement avec Tacchini. C'était vraiment
une super relation avec Sergio Tacchini, avec Christina, Ouais. qui est Richie, qui bossait pour Tacchini. Et bon, malheureusement, Tacchini, c'est fini maintenant. Donc, elle bosse plus. Tacchini arrête complètement le tennis. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je suis très récemment repassé chez Lacoste. La chance. Grâce, voilà, Olivier Renavant m'a fait plaisir et m'a re-accueilli chez Lacoste. Beau gosse. Est-ce que tu te souviens de la toute première dotation de fringues que tu as reçue? C'était des chemises Lacoste. Ouais. C'est des chemises Lacoste que mon papa et ma belle-maman Alexia étaient chez Lacoste. Et du coup, dès qu'ils allaient à Paris et qu'ils allaient à la boutique, ils me ramenaient les dernières chemises Lacoste de Roland-Garros. Et j'attendais que ça parce qu'après, je la mettais sur tous les tournois. Énorme. Et là, justement, avec le confinement, on a ressorti pas mal de photos de moi en train de jouer quand j'étais petit. Et voilà, j'ai à chaque fois les chemises Lacoste de Guy. Voilà, c'est Guy Forger à Roland-Garros ou Henri Lecomte. La C'est classe. comme ça, c'est drôle, mais j'étais complètement fan des chemises Lacoste. Pierre-Hugues disait très justement que dès que tu mets une fringue Lacoste, tu gagnes des points de beauté tout de suite, instantanément. Pour certaines personnes, Nicolas Mahut sans le citer, c'est très 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 important. Ouais. Si tu mets ta chaussette du mauvais côté, parce que tu sais que Lacoste t'as le crocodile à droite pour le pied droit et à gauche pour le truc, si tu fais l'erreur, là il se met pas à côté de toi. Hein. Tu sors. Tu rentres pas sur le terrain. C'est impossible. Non, il est très 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 à cheval là-dessus. Intransigeant. Mais il a raison. C'est une très 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 belle marque. T'as vécu le master avec eux du coup? Oui. Ouais. Première fois, cette année. Ouais, c'est superbe. En plus, il gagne. Il n'avait jamais gagné, donc c'était un des jeux de l'année. Ça a été vraiment une fin de saison, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a eu toute la fin de saison avant, mais vraiment, ils étaient au-dessus. Ça s'est passé, mais vraiment comme dans un rêve, comme sur des roulettes. Chaque match, vraiment, ça a été une très très bonne période pour eux. J'ai failli tout gâcher, mais j'ai eu très très peur. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc ils gagnent leurs 2 premiers matchs au Masters, et en fait, ils vont jouer le 3e match pour du beurre, mais entre guillemets pour du beurre parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais ils ont vraiment envie de gagner, pour continuer sur la dynamique tout simplement, et puis il y a des points, de l'argent, etc. Ouais. Et en fait, 5 minutes avant d'entrer sur le terrain, Nicolas est en train de courir sur le tapis dans la salle d'échauffement. Pierre-Hugues est sur le vélo, et puis je vais devant Pierre-Hugues pour lui dire un petit mot, et en fait, il y a des gros ballons, les gros ballons suisses qui étaient devant le vélo, et je le pousse avec mon pied parce qu'il est devant le vélo, et en fait, il roule, et en fait, il est parti se mettre derrière le tapis de Nico, et en fait, ça absorbe le ballon. En fait, le tapis allait assez vite. Donc en fait, ça a soulevé le tapis, ça l'a arrêté net, et le tapis allait s'encastrer contre le mur, avec Nico dessus qui courait, je pense, à 10 ou 12 km/h. Ouais. Donc déjà, il aurait pu se faire très mal en tombant, bref, du tapis. Et en fait, il s'est fait mal au dos, ça lui a bloqué le dos. Ouais. Sur le coup. Et 5 minutes avant d'entrer sur le terrain, donc il appelle en urgence son kiné, il essaye de faire le maximum, et il part sur le terrain en boitant, quoi. Tu devais être au fond de la mine, toi. Et donc là, tu dis, mais je l'aurais foutu en l'air, parce qu'à la limite, même si ils perdent ce match, il arrive à se remettre pour la demi-finale. Déjà, t'es défait parce que t'as envie qu'il gagne ce match, et puis tu te dis, ils étaient en route pour aller gagner Masters, et s'il faut, là, il peut plus jouer, quoi. Et puis Pierre-Hugues a fait un match exceptionnel, 3e match de poule, donc ils ont quand même gagné. Nico a dû jouer sur une jambe. Puis voilà, ça a été pour la demi-finale, ils ont eu 2 jours, ça a été un peu mieux, mais voilà, jusqu'à ce qu'ils gagnent la demi-finale. Pendant 2 jours, j'étais vraiment très très mal parce que tu t'en veux, parce que c'est ta faute, quoi. Voilà. Et toi qui a passé de nombreuses années sur le circuit secondaire avec des conditions qui sont pas pareilles, vivre le master en étant comme un prince, c'est extraordinaire à vivre, j'imagine, pour un coach. Ouais, c'est extraordinaire. Alors le master, c'est un peu différent parce que c'est pas. Alors, ça a une histoire, mais ça n'a pas l'histoire du lieu parce que ça bouge tous les 5 ans. Ouais. Donc, tu dis pas, sur ce cours, dû me courir à jouer contre John McEnroe, quoi, tu vois, mais, parce que ça bouge. Mais voilà, moi, qui suis un passionné depuis tout petit, quand j'arrive dans ces endroits-là, effectivement, j'ai les yeux grands ouverts. Et puis, par exemple, on passe dans le couloir où tu as tous les vainqueurs depuis la création du Masters. Je peux te dire que je mets une demi-heure à faire le couloir parce que je m'arrête, je regarde qui a gagné en 64 le double. Enfin voilà, j'adore voir les noms. Mon papa m'a transmis ça parce que il a joué
à une époque que je connais pas. Et voilà, donc les noms, je les connais. Alors j'adore mettre des visages sur ces noms. Donc c'est vrai que, encore une fois, là, on a sorti tous les photos, les livres, et voilà le guide de l'ATP de 1976 ou de 80 où il y a toutes les photos des joueurs. Ben voilà, j'adore regarder des choses comme ça parce que je suis passionné. Je te remercie de m'avoir transmis sa passion. Ouais. Donc voilà, déjà, quand j'arrive à Londres, ben voilà, je suis comme un gamin. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir? J'aurais envie de te dire Joe Rock, il a beaucoup à parler, le papa de Pierrugue, mais bon, t'as peut-être envie de changer un petit peu d'univers. Non, sinon, après, moi, par rapport à ma profession, ce que j'adore écouter, c'est les entraîneurs réputés comme Riccardo Piatti ou Gunter Bresnik, voilà, juste comme ça. Mais tu vois, t'as un entraîneur comme Brad Stein, qui a été avec Sampras à un moment donné, ou avec Courrier, qui parle très bien français, et qui a une expérience énorme, tu vois, qui peut te raconter des choses. J'adore parler avec des mecs comme ça, parce que déjà ils ont une expérience, ils t'apprennent des choses, et puis tout simplement, pour vous, ils ont des super anecdotes. Est-ce que tu penses que ton papa il serait ok? Oui, je pense qu'il serait ok. Ouais. Il va te parler de Björn Borg, trop bien, de ses entraînements avec Björn Borg. Parfait. Quand il a battu Stéphane Edberg à Roland Garros. Voilà. Énorme. Il aime quand tu parles tennis, il adore ça. À une prochaine, on se tient au courant. Ouais, super. Allez, c'était très agréable. Super, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Un big merci à Julia de nous avoir mis en contact avec Balou. C'est grâce à ses coups de pouce que le podcast vit. Et c'est aussi grâce à vous et vos commentaires qui nous poussent à continuer chaque semaine. Alors venez nous dire tout de suite ce que vous en avez pensé. Ça nous fait chaud au cœur, surtout si ça vous a plu, évidemment. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de podcast. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur YouTube et surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli parce que ça fait connaître notre contenu et nous permet de vous régaler avec des invités très très cool. Un grand merci à Piver d'ailleurs qui nous a écrit « Meilleur podcast du tennis français ». Merci Max pour les podcasts de qualité, un plaisir de t'écouter lors de mes trajets en voiture. Le format est top et le fait que ça soit pas coupé pour tenir dans une case horaire prédéfinie fait la force de ton podcast. Voilà, merci beaucoup, vos commentaires donnent le smile. Une autre tactique à mettre en place et qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça marche. Alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone portable. Comme ça, on est tranquille. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100. Ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. Et la seconde, c'est les 4 clés d'optimisation stats de notre expert Fabrice Barrault, qui travaille avec le coach de Daniil Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Et croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est du très lourd et c'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. Et d'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Ça prend 5 minutes à remplir et ça nous est d'une très grande aide. Donc pareil, en description. Et un grand merci par avance. Enfin, un big merci à Rudy qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee. Et ça fait chaud au cœur. Ce podcast, c'est énormément de temps investi et nous soutenir nous encourage à tout donner chaque semaine. Et vous pouvez le faire à partir de 2 €, soit un café par mois. Et on vous en est éternellement reconnaissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Foncez récupérer vos ressources offertes pour progresser. Merci pour vos bonnes ondes de manière générale. Et pour vos coups de pouce à droite à gauche, pour vos mots, pour tous vos retours, c'est vraiment adorable. À très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.